pour dire un peu comment je conçois cette intervention dans le cours du séminaire. On s'était dit assez tôt, d'emblée directement, que ce séminaire sur l'hétérophonie devait donner lieu à des paroles ou des interventions ou des regards qui soient eux-mêmes hétérophoniques, ce qui rejoignait une espèce de prudence, disons, que j'avais initialement sur la possibilité même de transversaliser, on peut dire, une notion, et puis d'essayer de l'appliquer à des arts particuliers. Dès le début, c'était une des questions qui ont présidé à la préparation même de ce séminaire. Il me semblait effectivement que dans l'hétérophonie, il y avait une accentuation toute particulière par la notion de voix, qui nécessairement rencontrait quelque chose d'une catégorie musicale constituée, quitte à la développer, à l'étendre, comme dit François, mais que c'était vraiment un terme ou une notion qui étendait une compréhension, donnait des tâches à un art particulier à partir de cette catégorie-là. Alors évidemment, la question de la voix ne se pose pas de façon aussi première, immédiate, centrale, je pense, ni exactement pour le théâtre, ni exactement pour le cinéma. Et donc, mon propos, aujourd'hui, ça sera quand même de procéder à quelque chose dont on verra, je soumets à la discussion, dont on verra si on est obligé de forcer un peu la chose, pour voir ce qui, au théâtre, pourrait quand même relever de l'hétérophonie, dans l'art théâtral. Et puis, par ailleurs, dire finalement par où moi, je pense que cette question, ce terme-là, vaut, c'est-à-dire éclaire quelque chose d'une pratique réelle. Bon. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'entrer dans la question de l'hétérophonie à partir de deux autres termes qui seraient la question d'une éthique du travail théâtral et par ailleurs à partir on pourrait dire d'un art qui est engagé dans l'art théâtral lui-même, qui est l'art de la mise en scène. Le propos général visant plutôt à dire que, telle que j'entends l'hétérophonie, ou telle qu'elle est porteuse pour moi, c'est moins en tant que caractère ou trait d'une composition, ou d'une œuvre, disons. C'est-à-dire qu'on peut relever on pourrait, je vais essayer d'en dire un mot quand même, dire qu'il y a des œuvres des œuvres théâtrales, il faudra définir cette chose-là, des œuvres théâtrales qu'on pourrait dire être hétérophoniques. Mais voilà, ça me lançait dans un champ d'étude du texte quand il me semble que le phénomène théâtral ou l'art théâtral, justement, ne se réduit pas, ne se résume pas, non seulement à la question du texte, mais peut-être encore davantage à la notion d'œuvre. C'est pour ça que je voudrais plutôt tirer, pour ma part, la question de l'hétérophonie, non plus sur le champ des caractères objectifs repérables dans une œuvre, mais plutôt dans une sorte d'éthique, ce qui signifierait, je vais essayer de donner corps à cette chose-là, mais ce qui signifierait que finalement, l'hétérophonie, c'est une espèce de condition, on pourrait dire ça comme ça, de condition ou de qualité, on pourrait dire de relation, qui est nécessaire au travail théâtral, entendu comme essentiellement un art où la question du travail
collectif est engagé de façon tout à fait spécifique. Voilà, donc vous voyez que la question de l'hétérophonie, j'en fais presque une sorte de préalable éthique à la question du travail théâtral, et pas finalement une chose qui serait à atteindre dans des traits caractéristiques d'une composition. Alors évidemment, je pense qu'il y a des effets d'une chose à une autre. C'est-à-dire que voilà, il y a entre le champ de l'œuvre ou de la composition et puis ce que j'appelle l'éthique de la relation, eh bien il se pourrait qu'il y ait des effets de l'une sur l'autre. Ce qui par ailleurs me permettrait de relancer un certain nombre de questions, c'est-à-dire, par exemple, je les annonce là, en quoi, par exemple, une composition qui serait hétérophonique implique un trajet subjectif particulier pour le musicien, pour l'auditeur peut-être, qui serait, lui, différenciable, nommable, qui serait différenciable de, finalement, ce qui se passe pour un auditeur ou pour un musicien quand il interprète une œuvre qui ne relèverait pas de l'hétérophonie. C'est-à-dire, en gros, comment une composition, elle produit, ou elle demande, une modification subjective, on pourrait dire. Une composition musicale. Là, en l'occurrence, une composition musicale. Donc voilà, donc, mon idée, ce serait de dire comment moi, cette question résonne pour moi, et de permettre que ça ouvre pour les autres arts qui vont qui se croisent dans ces séminaires, de relancer la question sur d'autres plans. Alors, ça c'était pour dire un petit peu pourquoi je vais essayer de suivre cette pente et de tenir plutôt la question de l'éthique que la question de la composition, même si je vais faire le va-et-vient entre les deux. Et l'autre entrée, ou l'autre point de saisie de la question de l'hétérophonie, c'est l'art de la mise en scène. L'art de la mise en scène, qui est, en tant qu'art constitué, pratique différenciée d'autres pratiques à l'intérieur de l'art du théâtre, qui est une invention, ou en tout cas un surgissement assez récent dans l'histoire du théâtre, puisque ça naît, l'art de la mise en scène, à la fin du XIXe siècle. Donc on pourrait dire que ça définit une espèce de nouvelle séquence dans l'histoire de l'art théâtral. Voilà. Je veux dire par là qu'évidemment, on peut toujours se poser la question de savoir s'il y a eu quelque chose qui s'apparente à de la mise en scène. Précisément, je vais préciser de quoi il s'agit. Mais en tout cas, en tant qu'art spécifique, il me semble que c'est attesté, disons, et puis déclaré comme tel, et ça apparaît comme tel, y compris c'est un lieu commun de la théâtrologie de dire cette chose-là. Hein, de dire, la mise en scène, la naissance de la mise en scène, c'est Antoine, c'est le théâtre libre, c'est vraiment toute fin du XIXe siècle. Et sur ce point-là, précisément, après avoir dit ce que je pensais être l'art de la mise en scène, il est intéressant de remarquer, là, pour construire cette espèce on pourrait dire, d'éclairage mutuel entre plusieurs disciplines auxquelles ce séminaire est attentif, que ça naît, finalement, en même temps que le cinéma, d'une part, et la psychanalyse, d'autre part. À la fin du XIXe siècle, on pourrait dire, voilà, il y a la mise en scène, il y a la mise en scène dans le champ du théâtre, le cinéma, cinématographe, et puis la psychanalyse. Alors, première chose, pour essayer de poser de cadrer un peu la question et de poser les données du problème.
on pourrait dire que l'art théâtral, d'où ma méfiance envers les tentatives de transversalisation, même si elles peuvent être fécondes, mais l'art du théâtre, il se soutient d'une situation particulière, d'une situation spécifique. C'est-à-dire que je pense très important pour nos, y compris pour la tenue de notre dialogue, de dire que les arts eh ben, ne relèvent pas de situations identiques. Les arts, non seulement les arts, enfin je veux dire la situation théâtrale, il me semble que ce n'est pas exactement la situation musicale, ni la situation cinématographique, ni même, puisqu'on va faire un rapprochement, la situation analytique. Et là, je prends le terme de situation au niveau de la pratique réelle, c'est-à-dire pas des concepts que ça produit qui peuvent éventuellement permettre de fournir des analogies, des comparaisons, etc., mais de dire, eh ben, une réunion théâtrale n'a pas les mêmes conditions qu'une réunion musicale ou qu'une cure analytique. Je parle vraiment de la pratique réelle. Et il me semble que une situation théâtrale, là c'est une situation, je dirais, le principe de la situation théâtrale, c'est d'en donner une première version presque principielle ou transhistorique, de dire est-ce qu'il y a quelque chose une espèce d'invariant de la situation théâtrale, pour étudier plus précisément après en quoi la mise en scène apparaît comme une nouveauté ou produit un déplacement à l'intérieur de du travail de cette situation. Une situation théâtrale, je dirais que ça se constitue du nouage de trois termes, si on veut le dire c'est-à-dire, pour qu'il y ait une situation théâtrale, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on appellera un texte, c'est-à-dire ce que j'appelle un texte ici est déjà une notion un peu étendue, c'est-à-dire une trame répétable de paroles ou d'actions, que d'une manière ou d'une autre, le deuxième terme, c'est-à-dire les acteurs, auront répété, ou auront répété, voilà, on peut dire ça comme ça, auront répété. Donc il y a le texte, les acteurs, et puis le public, un public. Disons qu'une situation théâtrale, à mon sens, est constituée à partir du moment où on a un texte, des acteurs, et puis un public. Alors, en deux petits mots sur ces termes, effectivement, j'emploie le mot texte, et pas par exemple le mot auteur, parce qu'il s'agit bien précisément d'un travail de composition qui, à mon sens, inclut aussi bien une trame de parole telle qu'elle peut apparaître dans un poème théâtral, qu'une trame d'action telle qu'elle peut apparaître, on pourrait dire à ce moment-là, dans le tissé d'un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'écriture, de composition, de ce qui se fait sur la scène, et qui inclut à ce titre eh bien, une variation de lumière, un placement, une architecture, ce qu'on pourrait appeler au sens très large une scénographie, c'est-à-dire une écriture à partir des éléments visibles sur la scène, etc. Donc un texte, des acteurs, et puis un public. Et que à l'intérieur de cette situation théâtrale, on a, vous voyez, d'un côté un texte, c'est-à-dire une composition, quelque chose qui n'est pas humaine, c'est pas des gens, c'est une composition, et en même temps, ce texte-là va être le support d'une certaine relation, que j'appelle la relation de jeu, qui a lieu entre des acteurs et un public, mais qui est donc d'une autre dimension. C'est-à-dire que d'un côté, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une composition, d'une œuvre, et puis, par ailleurs, on a quelque chose qui relèverait davantage d'une certaine, ce qu'on pourrait appeler, pour le séparer de la composition, d'une certaine disposition. Une certaine disposition. Ce que tu dis en ce moment de la réunion théâtrale, oui. Est-ce qu'on peut aussi, enfin, est-ce que je peux aussi l'entendre au deux bouts de la chaîne
de la tragédie grecque sur le mode de la musique, le chœur, que de l'opéra fin 19e, que Zizek valorise beaucoup, enfin, c'est celui que je connais. Voilà, est-ce que ce qui est dit en ce moment, ça peut s'entendre aussi de ces deux figures de la situation théâtrale? Alors, en tout cas, de la tragédie, c'est sûr. Enfin, de la tragédie, on peut. De la tragédie, on peut. Même lorsqu'il y a quasiment purement musique au début, enfin... Bah, c'est ça la question, c'est-à-dire qu'on va voir que ça engage des procédures quand même particulières qui font que, déjà dans sa forme native, on pourrait dire, ça convoque des éléments qui sont, à mon avis, des éléments qu'on pourrait dire être des éléments hétérogènes, parce qu'il y a effectivement la question de la musique, mais il y a également la question de la séparation, vous dites très bien, du cœur, mais il n'y a pas que le cœur, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des agissants, comme dit Aristote, des protagonistes, et puis que toute cette chose-là est en plus, on peut s'interroger sur la nécessité qu'on a eu tout d'un coup d'introduire cette réunion-là. Et je pense que c'est pour des motifs qui relèvent justement d'un traitement particulier déjà de ce que dans l'existence on appellerait des situations hétérogènes. Voilà. Pourquoi on a eu besoin de construire cette situation. Sur le problème de la question de l'opéra, ça je pense que ça doit être livré à la discussion, peut-être justement comme une figure proche ou jumelle, et ça, mais je peux pas y répondre véritablement. Merci. De toute façon, tu nous as dit c'est des invariants, donc justement ça traverse tout ça. Enfin, c'est une hypothèse que tu nous as proposée, je crois. Donc, voilà, si vous voulez, juste pour cerner, poser ce qui constitue une situation théâtrale. Alors évidemment, on peut toujours distinguer, dans un travail d'étude, et puis dans les objets d'étude sur lesquels on se penche, les compositions elles-mêmes, ce qui est généralement plus facile, parce que les compositions théâtrales, en tout cas le poème théâtral, pas le poème scénique, parce qu'on n'a aucune, c'est une des particularités aussi de l'art théâtral, on n'a aucune, ça disparaît, quoi. Hein, c'est pas fixé, donc ce qui se passait au théâtre de Dionysos, on peut en avoir quelques traces ou quelques idées, mais finalement on le déduit bien souvent de ce que la composition elle-même contient, comme si c'était une démarque ou un relevé d'une pratique qui avait lieu. Mais évidemment, on a peu d'informations là-dessus, donc généralement, quand on se penche sur l'étude des compositions du théâtre, on va directement aux poèmes théâtraux. Ce qui est, à mon avis, tout à fait légitime, mais ce qui finalement ne tient pas compte de ce qui constitue l'unité de la situation théâtrale, c'est-à-dire ne tient pas les trois bouts, les trois fils que noue la situation théâtrale, c'est-à-dire qu'un texte, pour une époque ou pour une situation, il configure déjà un type de relation peut-être particulière entre des acteurs et un public. Donc l'idée d'aller plutôt sur la voie de l'éthique que sur la voie de la composition, c'est pour rester en un sens fidèle au problème que pose l'hétérophonie pour la situation théâtrale elle-même. Alors, sur l'arrivée de l'art de la mise en scène, pourquoi j'en fais un point, disons, un point de bascule et un point peut-être susceptible d'éclairer l'intérêt pour le théâtre d'aujourd'hui de la question de l'hétérophonie. Parce que l'art de la mise en scène, justement, il me semble tenir ensemble à la fois la dimension de la composition, c'est-à-dire finalement les spectacles, si on prend ça comme unité élémentaire, les spectacles, ça peut être absolument pensable comme des œuvres. Il y a même des tentatives, on écrit des spectacles, etc. etc. C'est-à-dire que c'est répétable, c'est pour reprendre la vieille
distinction aristotélicienne, ça relève de la poiesis. C'est-à-dire qu'on peut construire un spectacle et le spectacle est séparable de la personne qui l'a produit, à savoir, si on tient cette position-là, le metteur en scène. Si bien que le metteur en scène, à la rigueur, et ça se produit souvent réellement, n'a pas besoin d'être là pour que le spectacle se déroule. Et même les participants au spectacle, on pourrait dire, eh ben, il y a une marge d'interchangeabilité. C'est-à-dire que si vous construisez une lumière, ben, cette lumière-là, elle est écrite, elle peut être reprise par un autre régisseur lumière, voire même, c'est une pratique aussi qui est courante, quand on a construit la disposition scénique, qu'on a construit la composition scénique, qu'on a construit l'ensemble des coordonnées du spectacle, ben on pourrait se dire que un autre acteur, un acteur peut remplacer un autre acteur, etc. etc. Donc ça, c'est la dimension de l'œuvre, dont finalement on pourrait dire le modèle générique, c'est presque l'écrit. C'est-à-dire qu'une fois que la chose est écrite, il y a un dépôt, et ce dépôt lui-même est répétable. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas de l'autre dimension du travail théâtral à laquelle le metteur en scène s'attache, qui est ce que j'appelais tout à l'heure le réglage de la relation de jeu, ou le travail sur finalement la disposition qui sera une des données de la relation entre les acteurs et le public. Ce travail-là sur la disposition, vous voyez bien que c'est pas véritablement ça ne relève pas du schème de l'œuvre ou de l'écriture. D'accord ? C'est-à-dire que, même si évidemment il y a des trames répétables, mais le cœur même de cette pratique fait que ceux qui s'y prêtent, ceux qui s'y engagent, sont absolument inséparables de ce qui se produit. Inséparables de ce qui se produit, parce que ce qui se produit, c'est une relation qui les engage subjectivement. C'est pour ça que, évidemment, il y a toujours quelque chose dans la réunion théâtrale, dans la réunion d'acteurs et de public, d'absolument, il me semble, non seulement irrépétable, mais fondamentalement imprévisible. Fondamentalement imprévisible. C'est-à-dire que c'est une dimension qui est celle, on pourrait dire, du risque. C'est au sens où le jeu, on pourrait dire au théâtre, pour condenser ça en une formule, si des choses sont écrites, comme elles sont écrites quand on compose un spectacle, quand on compose un poème, eh bien, rien n'est joué d'avance. Il y a quelque chose qui est écrit d'avance, mais rien n'est joué d'avance. La relation de jeu, elle se fait dans le présent de la relation entre des acteurs et un public. Bon. Et ça, évidemment, c'est la deuxième tâche ou la deuxième dimension auquel s'attache l'art de la mise en scène. Cette distinction-là entre, disons, des compositions et puis quelque chose qui relèverait de la relation de jeu ou de la disposition subjective des gens qui sont réunis, elle est très 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 ancienne. On pourrait même y voir, c'est parfois profitable de le rappeler, chez les deux frères ennemis originaires, à savoir Platon et Aristote, sur la question du théâtre. Il est très clair, par exemple, et très frappant, que Platon, sa vraie question quant au théâtre, c'est celle de la disposition subjective. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive aux gens qui font ça ? Qu'est-ce qui arrive aux âmes qui se livrent à la pratique dangereuse de ce qu'il appellera l'imitation. Donc vraiment, pour Platon, par exemple, la vraie question que pose l'art du... ce qui ne s'appelle pas encore l'art du théâtre, hein, mais la vraie question que pose la pratique de l'imitation, si on veut repenser dans les termes qui sont ceux
dans lequel lui-même pose le problème, c'est une question de disposition subjective. Bon, ça va vous tordre l'âme en tout le monde. Alors qu'il est très clair que, par exemple, Aristote, sa question, comme l'indique le titre de son ouvrage, c'est la poétique, c'est-à-dire c'est uniquement le poème, c'est uniquement la composition. Uniquement la composition. Donc il y a, si vous voulez, dès le début même de la théorisation philosophique de la pratique théâtrale, cette espèce de disjonction. Hein, voilà. Alors en ce sens, si moi j'accentue, vous voyez, la dimension subjective, si c'est là que va mon intérêt, ça veut dire que très certainement la filiation elle est beaucoup plus platonicienne qu'aristotélicienne. Dire qu'est-ce qui se joue dans cette relation. Et puis, évidemment, mis sous la... confronté, mise à l'épreuve de la question de l'hétérophonie. Alors, ça veut dire que ces deux fonctions-là, celle, on pourrait dire, de l'auteur de spectacle et celle du directeur d'acteur, elles se concentrent à un moment donné dans une même figure qui est celle du metteur en scène. Dans un seul art qui est celui de la mise en scène. Et la question c'est pourquoi ça arrive. Pourquoi ça arrive. C'est-à-dire pourquoi à ce moment-là bon, il y a le maintien d'un ancien paradigme qui est celui de la composition, ça c'est pas un problème, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a des auteurs de poèmes théâtraux, puis il y a des auteurs de spectacles, il y a une certaine continuité, ça me semble pas suffisant à faire véritablement césure en tout cas, mais il y a cette nouvelle chose qui est la direction d'acteur. Alors pourquoi ça arrive à ce moment-là? Alors, il me semble que pour le coup ça peut être éclairé, voire même explicable en partie par les deux autres frères de ces triplés là, que sont le cinéma et la psychanalyse. Pourquoi? Parce que il me semble que dans le cinématographe, c'est ça la question. J'en fais pas trop. Non, mais j'en fais pas trop parce que, évidemment, ce qui m'intéresse dans le cinématographe, c'est la question de l'écriture. Au sens où, précisément, on sait que le cinéma, à sa naissance même, va avoir tendance à absorber un certain nombre des éléments dont le théâtre était jusqu'à présent le dépositaire. C'est-à-dire que les acteurs, aussi bien les acteurs que finalement ce qu'on pourrait appeler d'un terme très générique les fables, les histoires que jusque-là le théâtre avait la charge de porter, de transmettre, ben, elles se déplacent dans le champ du cinéma avec, il faut bien le dire, une sorte non seulement d'efficacité redoutable, et en plus il me semble, de transformation de la relation de gens ou de spectateurs à ce que c'est à une œuvre. Cette transformation, la première transformation qui me semble évidemment essentielle, c'est que on pourrait dire au cinéma, on va entièrement faire basculer tous les éléments du théâtre, y compris la relation de jeu, dans le champ de l'écriture. C'est-à-dire que, en gros, c'est une évidence que de le dire, mais c'est plus des gens qui sont en face de gens, comme c'était dans la réunion théâtrale, séparés symboliquement et structurellement par ce trait qu'on appelle la rampe, hein, c'est-à-dire qui introduit une espèce... Voilà. C'est des gens face à des images, ou des gens face à des gens voyant des images, puis entendant du son, quels que soient ensuite les rapports de composition qui interviennent entre l'image et le son. Mais il y a évidemment une espèce de modification essentielle, qui est que voilà, le cinéma va fonctionner, je dirais, plus selon un procédé qui va être celui de la projection que celui simplement de la réunion. La réunion, voilà.
Ça, on pourrait, c'est des bases extrêmement concrètes. C'est-à-dire, et puis c'est mis, quand le film est fini, c'est mis en boîte. Après, c'est-à-dire qu'au au cinéma, la question de la composition de l'œuvre, elle est distincte de la question de sa diffusion. Alors qu'évidemment, c'est pas du tout le cas au théâtre. On crée l'art théâtral, il se fait dans les conditions mêmes de la situation. Le point important, hormis cette espèce d'annexion par le cinéma, d'annexion de reprise par le cinéma d'un certain nombre d'éléments de théâtre, c'est que je crois que le cinéma va inventer d'une façon toute particulière la position du spectateur. Il va réinventer de façon toute particulière la position du spectateur, qui est finalement, c'est là où ça, vous voyez, où la figure du metteur en scène commence à apparaître. C'est-à-dire que celui qu'on appelle le réalisateur au cinéma, concrètement, il est dans un dispositif, comme on voit là, l'affaire de Godard, c'est-à-dire en disant, c'est un œil, c'est un regard. Un œil, un regard. C'est-à-dire que dans la construction même de la figure du metteur en scène cinématographique, il est, en un sens, on voit ça des fois, ça peut être ça se fait ou ça ne se fait pas, mais c'est sur les tournages, parfois on a un retour. On a un retour sur un petit écran, sur un moniteur vidéo de ce qu'on est en train de filmer. Voilà. Donc on est au moment de la création, le metteur en scène est au moment de la création dans une position qui est déjà celle d'un spectateur de l'image qui va produire. Et finalement dans une position qui est à mon avis très peu distincte de celle que va occuper ensuite le spectateur dans la salle. Et là, du coup, il y a, il me semble, cette idée qui est proche de celle du metteur en scène théâtral, de l'art du théâtre, c'est-à-dire, on va dire, ben voilà, c'est la position du premier spectateur. Bon, la position du premier spectateur. Sauf que, évidemment, au théâtre, vous voyez bien que, tel que j'en ai disposé les termes, la situation théâtrale, elle ne se contente pas d'un spectateur. C'est-à-dire qu'elle a besoin, elle requiert quelque chose qui est de l'ordre d'un public. Qui est de l'ordre d'un public. Ça, bon, il faudrait le détailler, je l'ai fait ailleurs, mais en tout cas, ça me semble très important parce qu'elle est bizarre, du coup, la position du metteur en scène de théâtre. Vous avez remarqué aussi d'ailleurs que le metteur en scène, du coup, j'en fais pas du tout un des termes de la situation, enfin des conditions de la situation de la réunion théâtrale, évidemment. Mais elle est très bizarre parce que, elle est très particulière parce que finalement, le metteur en scène, dans le travail théâtral préalable, le travail de répétition, il va devoir, et il faut savoir ce que ça veut dire, c'est là que l'éthique arrive, il va falloir finalement qu'il tienne lieu de public, ou qu'il occupe, pendant le temps des répétitions, un rôle qui est finalement, qui sera en vérité celui du public. C'est une espèce de doublure anticipée, bizarre et impossible, parce que c'est intenable. Personne n'aime le public, justement. C'est ça la question. Mais il n'empêche que il y a ce mouvement par lequel il vient occuper presque d'un même angle, point de vue, on pourrait dire, de celui du public, cette position, c'est à savoir se tenir face aux acteurs. Alors, par un biais, ça a à voir avec le cinéma, parce qu'on se dit, tout d'un coup, l'art de la mise en scène, elle remet au travail cette position on pourrait dire une position qui est une position d'extériorité. Elle remet au travail cette question-là, qui n'est pas matérialisée de la même manière qu'au cinéma. C'est-à-dire, c'est pas évidemment celui qui est derrière la caméra, c'est celui qui est à la place du public. Bon. Et qui fait, du coup, dans le travail, on disait tout à l'heure, il a un retour vidéo qui lui donne l'idée de l'image. Le travail du metteur en scène, dans sa deuxième tâche, dans sa deuxième mission, qu'il relèvera cette fois-ci non plus
on pourrait dire de la composition générale de ce qu'on va voir, mais de la direction d'acteur, ben, il devra faire des retours aux acteurs. Il devra faire ses retours aux acteurs. Mais les retours, c'est des retours qui sont là pour dire en mots, de dire et peser ces mots à partir de ce qu'il aura vu. Voilà. Et qui concerne, en tant que directeur d'acteur, justement, non plus le seul plan de la composition générale, mais la disposition même des acteurs, c'est-à-dire quel type de relation ils engagent quant à celui qui, pour un moment, tient le rôle du public. Alors ça, évidemment, bon, voilà, on pourra la détailler un peu plus, et puis voir pourquoi il y a à la fois cette concomitance d'une position extérieure, et puis en même temps, comment elle n'est pas du même ordre, finalement. Et puis le troisième des triplés, c'est la cure analytique, où, pareil, il me semble que ce qui s'y mesure, c'est dans cette situation-là, c'est quelque chose qui, là encore, relève d'une disposition subjective, c'est-à-dire qu'il y a une mesure à l'intérieur de la relation, il y a un point d'où on mesure la consistance de cette relation même, et ce qu'elle dit ou trahit du désir de ceux qui y sont engagés. Bon. Et ça romprait, si vous voulez, avec l'idée que, finalement, un patient, on pourrait simplement lire les symptômes tels qu'ils apparaissent et en faire en donner une interprétation, disons, ou comme on pourrait lire le texte d'un rêve et dire, ben voilà, quel sens ça a, quelque chose qui est... Voilà. Mais c'est plus seulement ça, c'est-à-dire il ne s'agit plus de dire, enfin en gros, on pourrait dire d'objectiver la pathologie, hein, ou d'en donner un sens objectivable, mais de s'inscrire dans une situation où la relation elle-même, avec ses accidents, avec ce qu'on disait tout à l'heure des risques et de l'imprévisibilité générale, livre quelque chose livre quelque chose où quelque chose d'une attitude, d'une intonation, d'une diction, d'une reprise, etc., disent véritablement, sont au cœur même des trajets de subjectivation qui sont à l'analyse partagée. Mais voilà. Donc il y a ce point comme ça qui demande aussi, bizarrement, à la fois le travail d'une relation, et puis quand même, évidemment, une sorte de point d'extériorité. Et alors évidemment, il me semble que pourquoi cette naissance de la mise en scène relève ou déploie quelque chose qui, auparavant, même dans la saisie ou la pensée de l'art théâtral, n'apparaissait pas. Je le disais tout à l'heure, alors je serais séparé en de temps, c'est-à-dire de dire, bon ben voilà, il y a un travail qui concerne la disposition, qui concerne la relation de jeu elle-même, etc. Et puis il y a un travail qui concerne la composition. Ça voudra dire que le travail du metteur en scène, d'une façon plus large que précédemment, il ne s'agira plus de construire un objet, mais il s'agira de penser les rapports, finalement, si on le dit au sens le plus simple et le plus bête, les rapports entre les gens que sont, dans la situation théâtrale, les acteurs, et les gens qui constituent dans la situation théâtrale le public. Et là, je pense que, du coup, il y a une analogie, enfin, en tout cas, une proximité
avec avec une situation, pour le coup, avec une situation politique. C'est-à-dire que finalement, la question, dans sa nudité même, c'est-à-dire quelle est la relation entre ces gens-là, eh bien, ça me semble convoquer, alors je ne dis pas que c'est une situation politique, mais ça me semble convoquer des éléments qui font que cette proximité est toujours là. C'est-à-dire, c'est évident de se dire pourquoi, c'est ce qui soutiendra, il me semble, les grandes condamnations politiques du théâtre, d'un côté, ou dans un sens un peu plus étendu, justement, du spectacle. Là, ça va justement de Platon à Rousseau, à Debord, etc. Mais ce qui autorise aussi à dire, ben, oui, c'est une question pour le théâtre de savoir est-ce qu'il construit ou pas, dans ce rapport-là, ben, des rapports de domination, des rapports alors on pourra étudier ces termes-là, des rapports, tu disais François la dernière fois, est-ce que la question par laquelle on peut penser une éthique théâtrale, ça pourrait être, qu'est-ce que ça veut dire qu'un rapport de fraternité? Et de conflictualité. Et de conflictualité, éventuellement. Le politique. Voilà, ça sera intéressant de poser, je pense, aussi la question à Marie-Josée Malice quand elle viendra, parce que je sais que la question de la fraternité, par exemple, c'est une question qui est première pour elle, et qui incite aussi à repenser cette question-là dans les termes précisément où tu la posais la dernière fois, c'est-à-dire de dire c'est des gens qui, à un moment donné, partagent dans une même situation des données subjectives. Et il s'agit de partager, et il y a évidemment une pente, on pourrait dire, qui est une pente qui pourrait nous amener à la question de la très importante à mon avis, mais de la communion, au sens où Rousseau disait déjà que c'était un problème que le théâtre nous en prive, quoi, hein, qui produise de la séparation dans le peuple, alors que la question, c'est quand même de trouver une forme d'unité. Alors voilà, moi, sur ces questions-là, je dirais plutôt... je me méfierais aussi de la question de la fraternité. Voilà. Bon, si on parle en termes d'éthique, je dirais que pour moi, ça irait plutôt dans la question de l'amitié. Alors, c'est une autre affaire, ça. C'est une autre affaire. L'amitié, c'est pas tout à fait la fraternité. J'essaierai de le développer ensuite. Bon, l'amitié, j'y reviendrai. Alors, ça, si vous voulez bien, je vais le développer. Je voudrais juste revenir quelques instants. Je fais un petit bond en arrière pour quand même donner des éléments possibles à cette voie que je me suis un peu... que j'ai décidé de ne pas emprunter, mais je vais quand même y faire quelques pas, juste pour que ça puisse éventuellement servir pour d'autres à rebondir. À savoir, est-ce qu'il y a, sur le plan seul de la composition, d'accord, est-ce qu'il y a, et notamment dans ce qu'on peut appeler les poèmes théâtraux, voire même les poèmes scéniques, comment intervient la question de ce qu'on appelle ici l'hétérophonie? Alors là, je suis sur le plan vraiment... Est-ce que finalement... est-ce qu'il y a un lien particulier, voilà, spécifique au théâtre, entre la question de la composition et la question de l'hétérophonie? Alors, il y a une première entrée possible dans cette question-là, qui est presque la plus évidente. La question étant de savoir si ça suffit véritablement à faire hétérophonie. C'est cette chose qui consiste à dire, par rapport à d'autres types de compositions poétiques, le poème théâtral, il se signale par le fait que on n'a pas affaire justement à un narrateur, c'est comme ça que le dit Aristote, on n'a pas affaire à un narrateur, c'est-à-dire que, encore une fois, pour le dire avec les mots d'Aristote, c'est pas un narrateur qui représente l'action, qui raconte une action, mais dans le cas du poème, encore une fois, Aristote irait sur le poème, du poème théâtral,
l'action, nous dit-il, est représentée par tous les agissants. Tous les agissants. Il y a une espèce d'opposition qui est présente chez Aristote, au fondement même de sa question du poème, parce que voilà, sa question c'est quand même de comparer l'épopée et puis la tragédie dans ce qu'on a de la poétique. Et pour lui, la question elle se pose comme ça, c'est la séparation entre un et non pas plusieurs. Alors ça c'est intéressant pour notre question telle qu'elle suit son cours depuis le début. C'est pas qu'il y ait un et plusieurs, c'est qu'il y ait un et tous. Autrement dit, que la parole poétique soit intégralement répartie, ce qui chez lui veut dire, je crois, c'est même sûr, que il n'y a pas de position de narrateur dans la tragédie. C'est-à-dire que la répartition, il faut qu'elle soit intégrale, au sens où elle doit éliminer, finalement, enfin, elle doit absenter toute fonction qui serait celle d'un narrateur ou d'un récitant qui se tiendrait, pour le coup, sur un autre plan par rapport à l'action elle-même. Donc il y a voilà, par un et par tous. Sachant que Aristote nous dit qu'il étudie que le poème, mais évidemment, tous ces concepts sont en général des concepts pivots, et ça renvoie à ce que, après, dans la pratique même du théâtre sur la scène, on appellerait la distribution, c'est-à-dire que la parole est intégralement répartie entre tous les agissants. Je signale au passage, c'est une question terminologique, mais qui a son importance, c'est que, évidemment, à cette période, à ce moment-là, on ne parle pas du tout de personnages. C'est une notion qui se constitue des années après, et qu'il y a toujours des énormes malentendus quand on commence à réintroduire les questions de personnages dans le contexte grec. Ni chez Aristote, ni chez Platon, il est question une seule fois de personnages. Ça paraît quand, en gros En gros, les premiers... Ça vient de la traduction latine, qui est persona, qui est masque. Et je pense que non, c'est plus tard. Hein. Je ne peux pas dire exactement l'occurrence ponctuelle du terme, mais même la théorisation du personnage, c'est une chose qui est extrêmement tardive, qui est, je dirais, quasiment au XVIIIe. Enfin, Diderot, c'est le premier à théoriser vraiment en tant que tel la question du personnage, mais y compris dans les textes de théâtre, dans les poèmes. Vous savez, pour désigner ce que nous on appelle des personnages, ils disent parfois acteurs. C'est acteur. Et c'est un héritage de ce que Aristote lui appelait les agissants. On les appelle aussi, de façon, le mot qui me plaît beaucoup, on dit parfois les entreparleurs. Les entreparleurs, voilà. C'est ceux qui effectivement sont voués à parler entre eux sans que personne ne parle d'eux. Parce qu'il n'y a pas de récitant. Bon, alors on a cette première opposition. Là, on est dans des catégories. Encore une fois, vous voyez, on est dans le champ de la composition. Donc celui qui nous apprend des choses là-dessus, c'est, en tout cas à la naissance, c'est Aristote, puisque c'est ça sa question. Donc c'est à l'intérieur de la composition de dire, est-ce que c'est un trait de la composition que l'action soit représentée par un marée, ou c'est un autre trait de la composition qu'elle soit représentée par tous les agissants. Et évidemment, chez Aristote, cette espèce d'éclatement de la représentation elle-même, de l'acte de représentation, elle est à l'inverse tenue, ça c'est important pour dire est-ce qu'il y a des traits constitutifs d'une composition hétérogène, elle est tenue par le fait que c'est par tous les agissants, mais il y a un point d'unité, qu'est-ce qu'il va appeler l'action. C'est-à-dire qu'il y a tous les agissants, mais il faut qu'il y ait une action une. C'est juste pour vous donner, si vous voulez, des modèles sur lesquels réfléchir ensuite. Il y a une action une. Par parenthèse, c'est bien même le seul type d'unité qui est théorisé en tant que tel par Aristote. L'histoire des trois unités, c'est une reprojection. On ne parle pas vraiment d'unité de temps, d'unité de lieu. Mais il y a dans la composition elle-même un principe d'unité qui est l'action une, en tant que cette action est elle-même représentée par, et seulement par,
tous les agissants. Bon, alors ça c'est un point d'unité. Alors ce qu'on peut quand même analyser à partir de là, poser la question, remettre un peu une goutte d'hétérophonie là-dedans, c'est que Aristote, quand il passe sa question de l'unité, il s'attache qu'à l'action, donc aux agissants. Par exemple, il n'a pas du tout, même dans sa conception de l'action, intégré la question du cœur. Or, dans l'écriture, dans le poème tragique, ce qui est frappant quand même, c'est que on a, même formellement, une hétérogénéité, ne serait-ce que métrique. Voilà. Donc ça veut dire que Aristote, lui, on pourrait dire, il nie cette chose-là. Je pense qu'il y a de l'hétérogénéité à l'œuvre dans les premières compositions du théâtre. Voilà. Alors, encore une fois, il y a une hétérogénéité qui est une hétérogénéité formelle, hein, qui correspond, ça on le sait aussi quand même, à une hétérogénéité de pratique. C'est-à-dire que la pratique chorale, c'est pas la même chose que la pratique de la diction telle qu'elle se déroule sur scène. Et ça inclut, à ce moment-là, aussi la pratique musicale, auquel il accorde une part très réduite, Aristote, parce que ça fait partie de ce qu'il appelle les assaisonnements. Hein. En disant que c'est pas le cœur, parce que le cœur c'est l'histoire. Donc la musique sert d'assaisonnement là-dedans. C'est la partie pas noble, quoi. C'est pour un peu, ça plaît bien aux foules. Hein. Il en fait une dimension vulgaire, en l'occurrence, dans le cas de la hiérarchie qu'il introduit dans la tragédie. Et puis, voilà, donc cette hétérogénéité-là, des pratiques qui est, à mon avis, solidaire d'une hétérogénéité, on pourrait dire, des contenus qu'organisent dès le départ les poèmes théâtraux. Je veux dire par là que il me semble que la configuration même du poème tragique et de la réunion théâtrale à laquelle elle donne lieu s'attache à mettre à l'épreuve, par le poème, par la réunion elle-même, ce qui, dans l'existence, pourrait s'apparenter à des situations d'hétérogénéité, dont on pourrait donner deux noms, hein, que serait l'amour et, si on le dit en termes modernes, et puis c'est la thèse de Badiou, hein, dans Absolu Théâtre, l'amour et la politique. L'amour et la politique. C'est-à-dire qu'il y aurait des situations dans lesquelles une relation s'engage qui n'est pas pensable, expérimentable à partir d'une commune mesure. Donc il me semble que le théâtre, du coup, il s'attache principalement à ces situations de l'existence dans lesquelles il y a une espèce de disjonction, de gouffre, de béance, mais absolument radicale. C'est-à-dire que quand je dis hétérogénéité politique, ça veut dire que la question concerne bien, non pas seulement ça concerne les adversaires politiques. Ça ne concerne pas la pluralité des points de vue politiques possibles, etc., mais arriver justement au point qui est ça que finalement cherche la tragédie, au point où il y a quelque chose d'absolument fondamentalement dissensuel. C'est-à-dire c'est l'un ou l'autre. Il y a un écart. Bon. Vous n'allez pas... ça ne marche pas, on ne peut pas dire à Créon, mets un peu d'eau dans ton vin, il faudrait que tu passes à une position un petit peu plus modérée pour comprendre, intégrer dans ton machin. Non, il y a un écart qui fait que... Voilà, il y a deux adversaires. Bon, à quoi et évidemment, là on peut... C'est la guerre amoureuse. Ouais, enfin bon. Voilà. Et ça met ensemble ces deux... Ça tient ensemble en plus, ces deux situations d'hétérogénéité, parce qu'il est toujours question de ça. C'est-à-dire que c'est mêlé en plus. C'est très compliqué, parce que
parce qu'Antigone est non seulement l'adversaire politique de Créon, mais c'est l'amante de Aimon, le fils de Créon, etc. Donc les relations sont tressées entre elles, et il y a une espèce d'exercice à accomplir. Alors, quelle est la fonction de cette chose-là? Bon, est-ce que c'est un exercice du jugement politique que doit... Bon, en tout cas, ça coordonne sur la situation que les poèmes disposent. Il y a une situation commune dans laquelle il y a une hétérogénéité maximale, on pourrait dire. Voilà. Et ça, bon, je soutiendrai pour ma part que c'est quand même on pourrait dire, je sais pas, Homère, c'est plein d'amour, c'est plein de politique, c'est plein de récits, toutes ces choses-là. Mais il me semble que le théâtre les présente de telle façon que, évidemment, on a Aristote, on a directement affaire à la situation, sans l'intermédiaire d'un récitant ou de quelqu'un qui, justement, occuperait une position qui pourrait nous raconter l'histoire des deux. On a affaire directement à ça. Alors là, il y a peut-être une hypothèse, je la donne comme ça, c'est de dire quand même que ce qui se passe sur la scène a sûrement à voir avec la situation théâtrale, la situation de la réunion théâtrale elle-même. C'est-à-dire que de même qu'il y a une espèce de chose, une disjonction entre les acteurs et le public, qu'il y a une relation entre les acteurs et le public qui est marquée d'une disjonction, qui est marquée d'une séparation, eh bien, ce qui est représenté finalement dans les fictions du théâtre, a à voir avec cette première disjonction. Et donc finalement, c'est comme si la scène, ce qui se passe sur la scène, était comme les relations qu'on voit sur la scène étaient comme une espèce de mise en dérivation, de translation d'une relation qui conditionne la réunion théâtrale elle-même. Ce qui fait qu'elle a son propre elle se traite elle-même, si on pourrait dire. Elle se traite elle-même. Voilà. Ce qui fait qu'on pourrait dire, finalement, y compris dans les rapports entre les spectateurs et le public et les acteurs, il est parfois question de relations de type, on pourrait dire, amoureux, ou de type politique. Je ne veux pas en produire mais quand je disais tout à l'heure, dans le rapport entre les acteurs et le public, est-ce qu'il est question de domination, est-ce qu'il est question de... Voilà. Il ne tient à pas grand-chose que cette relation soit détruite quand même au théâtre. C'est important de toujours avoir ça à l'esprit. Comme je disais tout à l'heure, c'est risqué. C'est-à-dire que le fameux acte le plus simple qui soit, de quitter la salle, ça veut dire que c'est un abandon de cette relation-là. Une destruction de cette relation-là. Alors qu'évidemment, au cinéma, tout le monde... évidemment que... Voilà, l'image de l'acteur est relativement peu affectée par les mouvements de la salle. Bon. Voilà, ça c'était simplement pour dire comment il me semble qu'il y a un lien entre ce qu'on pourrait appeler, je le mets à la discussion pour tout à l'heure, une hétérophonie des formes, et puis une hétérophonie des contenus. Bon. Après, juste pour finir là-dessus, on a, ça c'est, j'en prenais exprès volontairement la forme native, évidemment que l'histoire des compositions, enfin des poèmes théâtraux, dispose pas les mêmes types d'hétérophonie. Et ça, on pourrait en relever des traits différents, que ce soit celui en général il y a la question évidemment des variations métriques, voire de la question très importante au théâtre quand même du niveau de langue, qui est une chose importante, et de savoir comment dans un poème théâtral, ces choses-là viennent frotter l'une contre l'autre. Ça c'est c'est le fameux traitement par exemple, du patois chez Molière. C'est-à-dire de dire il y a le parler des paysans qu'on a chez Molière, qu'on a chez Marivaux aussi. C'est-à-dire qu'il y a souvent la tentative au théâtre de faire apparaître quelque chose qui est de l'ordre d'un écart par rapport on pourrait dire à ce qu'une langue porte en elle de socialité. Ça c'est... Et en un sens plus large, quand je disais hétérogénéité tout à l'heure,
ça travaille souvent à étirer ces catégories socialement. Dans la tragédie elle-même, pas oublier que les membres du chœur sont la plupart des esclaves, etc. Pas des figures de citoyens tels que... Voilà, l'autre plan, je dirais un peu plus vite là-dessus, on aurait pu prendre quelques cas, c'est des traits, alors là, des traits de composition qui marquent à minima une espèce de discontinuité par rapport à l'unité supposée de l'action telle qu'elle est héritée telle qu'elle a été promue par Aristote. Et là, vous avez, je vous les signale comme ça rapidement, des tentatives qui poétiquement visent à défaire l'unité aristotélicienne, et notamment, par exemple, celle de Brecht, on pourrait dire, qui se met explicitement sous la bannière du théâtre, d'une dramaturgie non aristotélicienne, et ce qui veut dire pour lui produire dans l'écriture des effets de discontinuité. C'est-à-dire passer, par exemple, c'est la fonction première des songs, dans les chansons, dans les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a l'action telle qu'elle se déroule, puis tout d'un coup, quelqu'un vient vous... un des rôles vient tout d'un coup chanter une chanson hors, on pourrait dire, hors situation qui serait celle de la fiction. Donc il y a des effets comme ça de décalage ou de brisure, qui évidemment sont des brisures ou des décalages stratégiques chez Brecht, parce que pour Brecht, qui est en tant que non-aristotélicien, en un sens un platonicien, ça veut dire que cette stratégie-là de discontinuité, elle est mise en œuvre justement pour produire chez les acteurs et pour le public des espèces on pourrait dire, de bifurcation subjective, c'est-à-dire de faire cette espèce justement ce mouvement que Brecht appelle le recul. C'est-à-dire que, voilà, on ne doit pas être au théâtre, c'est son moderne, pris, aimanté par l'action telle qu'elle nous conduit idéologiquement où elle veut. On doit avoir faire ce mouvement de va-et-vient qui fait qu'on a des temps qui sont des espèces de vide, enfin pas de vide, mais en tout cas de changements brutaux qui constituent la base de ce que Brecht appellera bon, en un sens un peu galvaudé maintenant, mais l'esprit critique du spectateur. Et qui rend possible, selon lui, je vous parlais tout à l'heure des rapports politiques entre la scène et la salle, la transformation par les gens qui sont dans la salle et dans l'existence des situations qu'ils voient représentées sur la scène. Donc voilà, l'effet de discontinuité a cette fonction-là bien précisément. Bon, après, il y a d'autres types de compositions que je signale et que vous pourrez aller voir, notamment, je pense à des compositions qui font intervenir des effets de simultanéité. Voilà. Alors, j'en connais pas des dizaines, une dont je suis sûr et puis que j'ai travaillé, donc je sais je sais ce qu'elle implique. C'est la pièce Comédie de Beckett. La pièce Comédie de Beckett. Alors ça y est, par petits moments dans la pièce, mais disons que ça s'ouvre comme ça. La pièce Comédie de Beckett, c'est H, F1, F2, homme, femme 1, femme 2, qui se tiennent dans des urnes, dont seule leur tête émerge, et puis qui sont, la parole leur est, dit Beckett dans la didascalie, extorquée par un projecteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le projecteur se braque sur eux, s'allume, éclaire leur visage, ils sont tenus de parler. Et du coup, on a ce projecteur qui, pour le travailler, effectivement, il faut qu'il y ait 3 projecteurs qui éclairent simultanément les 3 visages. Et à partir du moment où les 3 visages sont éclairés, ils se mettent à parler, puisque c'est la règle du jeu
de cette espèce de torture beckettienne. Hein. Voilà, il faut qu'ils se mettent à parler, donc ils débitent leur texte, chacun, et puis ensuite il y a des effets de reprise où la parole qui a été amorcée simultanément est développée alternativement au gré des mouvements, des directions changeantes du projecteur. Alors je dis ça aussi, Beckett il est intéressant à ce titre, parce que Beckett c'était dans l'écriture en tout cas, un fou de la composition. Je veux dire par là au sens où il a été échaudé par une expérience théâtrale, Beckett, où on n'avait pas tenu compte, on avait modifié quelque chose d'une de ses didascalies. C'est assez symptomatique, c'est dans un spectacle qui s'appelle, une pièce qu'il a écrite qui s'appelle Souffle, où il y a il y a rien, il y a une montée de lumière progressive qui doit donner lieu chez Beckett à l'apparition d'une sorte de tas de déchets. Et puis ça s'éteint. Et régler ça avec la montée d'un souffle. Et une espèce de respiration comme ça. Puis il a vu une mise en scène américaine où quand ça montait, on voyait une orgie. Il y avait des gens qui étaient entremêlés, comme ça, des trucs comme ça. Alors là, Beckett, il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Effectivement, si on reprend juste le dispositif, mais que... voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de raidissement total qui fait que Beckett a écrit précisément toutes ces didascalies et qu'il est, on le sait maintenant, et c'est une vraie difficulté pour ce que devient l'œuvre de Beckett quand même, mais on ne peut plus jouer une pièce de Beckett théoriquement en bougeant une didascalie, et chez Beckett, les didascalies, elles concernent la mesure du temps, c'est-à-dire il met 8 secondes, la lumière monte en 5 secondes, donc tout est réglé dans l'écriture. Le poème prend en charge totalement chez Beckett la question de la mise en scène, y compris dans sa temporalité. Donc c'est pour ça que Beckett il a des effets de construction qui sont très 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 apparents dans le texte lui-même et qui à ce titre sont largement étudiables en tant que quasiment partition. Bon, voilà celui que je voulais vous signaler, et puis plus récemment, on pourrait dire, il y a des tentatives qu'on pourrait rapprocher de l'hétérophonie par un autre biais, je dirais, c'est des écritures qui s'apparenteraient ou qui produiraient des effets de collage. C'est-à-dire que, par exemple, il y a ça très nettement dans certains passages de Müller, d'Heiner Müller, ne serait-ce que il y a un vrai travail sur l'alternance de la typographie, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'arrivée de majuscules, on a l'arrivée de signes qui sont des slash, on a l'arrivée de langues différentes, de l'anglais, notamment dans une pièce qui a fait un peu date sur ces procédés qu'est Hamlet Machine. Et où là, évidemment, doublé par le fait que bien souvent, la parole n'est pas... Enfin, dans une des parties de la pièce, la parole n'est pas attribuée à un rôle. On n'a pas Hamlet, deux points, et puis un texte. La première partie, par exemple, s'appelle Album de famille, et ça commence directement, j'étais Hamlet, je me tenais sur le rivage, je parlais avec le ressac, blabla, dans le dos, les ruines de l'Europe. Mais on ne sait pas du tout, il n'y a pas l'indication d'un rôle qui dirait cette chose-là. Donc la nature de ce texte-là est assez indécidable. Ce qui a conduit à Müller, par exemple, à dire, ça c'est juste pour ajuster un peu les choses, à dire et à développer, à son corps défendant ou pas, une idéologie qui s'est développée quand même de façon très, 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 très impressionnante, qui est celle du texte matériau. C'est-à-dire de dire finalement, ben voilà, moi je vous donne le texte comme ça, et puis après la question c'est des décisions de mise en scène, moi je ne vais pas vous dire il y a ce texte-là. Voilà. Ce qui veut dire que petit à petit, c'est compliqué, parce que c'est un matériau qui est quand même c'est un matériau qui a une forme. C'est un matériau qui a une forme. Mais qui a parfois, du coup, incité certaines personnes à dire, ben voilà, c'est du matériau, donc ça veut dire, du matériau, c'est comme du... Voilà, c'est de ne pas faire le lien entre ce que, à mon avis, Müller appelait un matériau qui disposait déjà d'une certaine forme, qui certes pouvait poser des questions de comment on s'en saisissait, mais qui quand même disposait d'une forme tout à fait... qui avait une consistance propre. Et après, le matériau, on en a fait, voilà, comme... si c'était du ciment, alors chacun construit son bidule avec, coupe, retranche. Voilà, puis certains traits, et notamment, bon, il est un peu important ce trait, l'histoire de la non-attribution de la parole. C'est une chose qu'on retrouve assez souvent, qui est devenue un trait commun
ce qu'on appelle de façon très 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 vague les écritures contemporaines. Chez Saraken, vous trouvez ça, par exemple, taxon 448 psychose. Il n'y a pas de marqueur d'une position d'énonciation. Bon. Ça, c'était pour relever dans le champ du théâtre des compositions théâtrales ce qui pouvait s'apparenter à des traits de composition hétérophonique. Si on revient maintenant à ce qui est à la figure que j'avais posée à l'introduction, qui est celle du metteur en scène, on pourrait dire que dans sa partie composition de spectacle, là aussi, rien n'empêche de déceler des traits d'hétérophonie dans la composition. Là, je dirais qu'on en a un exemple contemporain, à mon avis, majeur, par exemple, c'est le travail que fait le théâtre du radeau, François Tanguy. C'est-à-dire que en tout cas, en termes de composition, la question est de savoir s'il y a véritablement une hétérophonie subjective qui est à l'œuvre là-dedans. Mais j'entends ici hétérophonie par le fait que il y a disons, un texte au niveau de la composition du montage, un texte de Kafka maintenu en langue allemande, puis un texte sans surtitres, et puis un texte de Kleist, lui, traduit, et puis un passage mince. Je suis plus connu du monde. J'ai vu ça dans leur dernier spectacle. J'allais dire Sancho Panza, je pense à l'autre. Moi, oui, mais Don Quichotte. Don Quichotte. Et il y a comme ça dans la façon dont. En espagnol ou en. C'était en espagnol, je crois. En espagnol, cette partie-là, je crois. Enfin, du coup, c'est une manière de composer qu'a Tanguy où il prend on pourrait dire des blocs de texte, et puis l'ensemble du déroulement se fait évidemment sans en tout cas de continuité qu'on pourrait dire narrative d'une chose à une autre, même s'il maintient à mon sens une continuité dans les modalités d'apparition de ces textes. C'est-à-dire il y a un fond qui soutient quand même une grande homogénéité, c'est-à-dire, on pourrait dire, c'est une homogénéité de fond à la surface de quoi apparaissent des fragments, finalement. Et évidemment, la question doit se poser pour les acteurs de comment on passe d'une chose à une autre. Mais il y a souvent, je pense que quand on travaille aujourd'hui, une des manières de travailler une forme d'hétérophonie, c'est de l'appuyer à une espèce de fond qui finalement produit l'unité elle-même. C'est quoi l'homogénéité de fond? Tu peux nous en dire un mot? L'homogénéité de fond, c'est, disons, on pourrait dire en un sens, c'est la tonalité générale du spectacle lui-même. C'est-à-dire qu'on a, c'est construit sur des variations, qui sont souvent des variations minimes. Scénographiquement, les spectacles de Tanguy, c'est construit à l'image de finalement le rapport qu'il essaie de poser au texte, c'est construit comme une espèce de comment je pourrais dire ça, de bric-à-brac, de brocante, de panneaux souvent, de grands panneaux, qui sont déplacés, modifiés, qui produisent des effets de cadrage différenciés, mais qui sont jamais, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui est à l'œuvre, ce fonctionnement lui-même n'étant jamais brisé ou mis en contradiction avec autre chose. Donc c'est comme si on construisait le fond qui permettait un type de variation qui finalement ouvre des portes sur tout d'un coup un texte ou un autre texte, etc. Et ça demande finalement, je crois, pour l'expérience de spectateur que ça implique, le type de relation que ça implique, je pense que c'est pas l'hétérogénéité de la composition s'accompagne bizarrement d'une certaine
continuité dans la disposition du spectateur et du réalisateur que ça implique. Une espèce d'écart comme ça. C'est-à-dire que, comme disent parfois naïvement enfin pas naïvement, c'est vrai en même temps. C'est-à-dire que soit on rentre dedans, c'est-à-dire soit on prend on se met dans ce mouvement-là, qui est un mouvement finalement assez uniforme, et que dans ce mouvement uniforme, c'est ce mouvement uniforme ce mouvement uniforme qui fait que c'est à l'intérieur de ce mouvement uniforme qu'apparaissent des matériaux hétérogènes, dont l'hétérogénéité, pour le coup, est plus aussi manifeste. Voilà, c'est ça le problème. Shakespeare serait un bon exemple, il me semble, de l'hétérophonie, et puis éventuellement d'une homogénéité de fond dans certaines tragédies. Là, si on est dans la composition des... Il y a, je pense, chez Shakespeare, beaucoup plus d'hétérophonie que ça. C'est-à-dire que chez Shakespeare, il me semble que quand même le passage presque d'un plan à un autre se fait justement avec une espèce de grande brutalité, qui fait qu'on met un plan en rapport avec un autre plan, mais à mesure d'un écart, et qui est souvent chez Shakespeare très 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 violent, y compris l'écart qui nous fait passer du roi au mendiant, ou l'écart qui nous fait passer d'une scène à une autre. Hein, c'est mais moins l'homogénéité de fond, je dirais. Non, parce que chez Tanguy, si je peux me permettre, l'homogénéité de fond, le principe unificateur, c'est une forme de nostalgie, voilà, une forme de sentimentalo-nostalgie qui unifie l'ensemble à partir d'une position politique qui me semble tout à fait douteuse. C'est-à-dire que je pense que la question, elle est politique chez Tanguy. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de renoncement et du coup de tendance nostalgique qui unifie l'ensemble et qui fait que l'hétérogénéité ou l'hétérophonie n'est pas audible pour le spectateur. C'est difficile. Enfin... Attends, et juste si on veut donner un exemple contemporain d'un metteur en scène, et dans les deux sens que tu donnes, celui qui compose et celui qui dispose, qui réellement travaille une hétérophonie, à la fois à l'endroit de la composition et à l'endroit de la disposition de la relation de jeu, on peut dire qu'il y a Warlikowski. Vraiment, réellement dans les metteurs en scène contemporains. En tout cas, la logique du montage à laquelle a pu procéder Warlikowski sur une pièce comme Apollonia, c'est certain qu'on passe, vous voyez, d'un discours sur il y a des morceaux l'élevage des poulets en batterie et le rapprochement entre l'élevage du poulet en batterie et les camps d'extermination, qui est une conférence qui est issue d'un texte. Hein. On a Agamemnon, et puis on a une fiction qui vient s'insérer au milieu de ça, qui est l'histoire d'une jeune polonaise, Apollonia, qui s'est sacrifiée pour sauver des membres de la communauté juive de son village. Et il y a des effets comme ça, et effectivement, on pourrait dire, là, les effets de passage d'un plan à un autre se questionnent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se mettent à distance les uns des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tentative, à mon avis, pas de volonté de réduire cette distance-là. Comment tu l'appelles, Warlikowski. Warlikowski. Avec un double. D'autant plus qu'il maintient l'hétérogénéité dans la relation de jeu qui travaille entre les acteurs et le public. Oui, il y a différents plans. Il n'y a pas d'écrasement de ces plans par un plan supérieur qui serait celui d'une unité de la relation de jeu. Mais subjectivement, c'est quand même intéressant. Alors, après, la question de la nostalgie, on peut en parler, mais ça recoupe quand même une de tes destinations subjectives là, dont tu parlais sur la question de la mélancolie, parce que je pense qu'il y a une tonalité comme ça qui est pas la même que, je pense, qui c'est qui dit ça, c'est Badiou qui dit ça de Godard, qui avait une frappe, une sorte de frappe mélancolique dans aussi la manière et que, je pense que Tanguy n'est pas du tout exactement du même ordre, même si en termes de montage, il se réclamerait d'un certain godardisme de ça, c'est-à-dire d'un emprunt de matériaux hétérogènes et tout ça. Mais c'est vrai que c'est lié fondamentalement à l'idée que on ne peut plus aujourd'hui travailler sur on va dire disons-le de sa forme la plus neutre,
sur un matériau homogène, quoi. On ne peut plus travailler, alors ne parlons pas d'une fiction, ne parlons pas d'une histoire, ne parlons pas d'une narration qui se tiendrait jusqu'à la fin. Il y a un effet de renoncement par rapport à ça, c'est certain. Qui est tout à fait... voilà, qui est tout à fait... légitime comme si, et qui me pose à chaque fois question parce que il me semble que c'est comme si c'est étonnant parce que quand on connaît Tanguy, on sait que les gens notamment dont toi tu vas parler, c'est-à-dire Godard, Bresson, puis les Straub. Qui c'est le troisième? Les Straubier. Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Ah bon, merci. Ça, c'est la trilogie, la trinité de... Non, c'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait on prélevait des traits formels, empruntés à l'un ou à l'autre, et que moi je pense que par exemple, chez quelqu'un comme Bresson, que je sais que Tanguy porte dans son cœur, vraiment, hein, c'est comme si la question de la découpe du plan, qui fait que, ou d'une forme de discontinuité entre le corps, l'expressivité, etc. On retenait ces choses-là, mais évidemment, ce qui est intéressant, il me semble, chez Bresson, c'est que c'est solidaire chez lui de la question finalement, de raconter l'histoire, de raconter une histoire. Et qu'on a aujourd'hui l'impression qu'il y a une espèce de divorce ou d'opposition entre la question de la narration et puis la question de certaines inventions formelles dont on garde finalement que l'effet, on pourrait dire. Voilà, l'effet. Voilà. Et ça, je pense que il y a quelque chose sur lequel les trois, là, d'une certaine façon, tiennent bon, y compris Godard, bizarrement, sur la question de l'histoire, même s'il dit il y a un commencement, un début, une fin, pas forcément dans ce sens-là, mais il maintient quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Bon, enfin bon, on va en reparler, Tu reprends ton fil. Je reprends mon fil, je digresse.